Studio central de films documentaires, Moscou. Les pages d'histoire, dont il sera question dans ce film, suscitent des discussions et des appréciations diverses. Nous ne prétendons pas connaître la vérité absolue. Mais nous sommes convaincus qu'une discussion franche, empreinte de transparence sur le passé et le présent, est indispensable. Les auteurs du film. Ce portrait de Lénine a pour titre « Méditation ». Le peintre, Kuzma Petrov-Vodkin, l'a créé encore en 1934. Pendant plusieurs décennies, très peu de gens en avaient connaissance. Il semblait aux gens zélés que Lénine y était représenté sous un aspect beaucoup trop triste, maussade et pensif. Lénine s'est arraché pour un instant de sa lecture, a enlevé ses lunettes et levé les yeux. Son regard est limpide et alarmé. Aujourd'hui, du haut de nos connaissances, de notre expérience, il semble qu'il essaie de pénétrer les décennies à venir. Il pose une question muette. Comment avons-nous vécu tous ensemble toutes ces années? Qu'avons-nous eu sur ce chemin? Nous aimerions faire un récit sur certaines étapes du chemin parcouru par notre pays sans recourir à la fameuse prétérition dont tout le monde est lassé. Prétérition qui nous a tellement handicapés. Nous aimerions qu'il y ait le plus possible de vérité, d'authenticité, de réalisme. Plus de lumière. Plus de lumière. Récits historiques et publicistes. Ce sont eux, les clandestins, les illégaux, les exilés, les forces alliées qui ont pris le pouvoir du pays, couverts de blessures et hâves. Notre situation était pénible à l'extrême, se souvenait un des premiers commissaires du peuple. Les fers aux pieds, nous avons suivi le chemin de la croix. Nous avons fait toutes les prisons de Russie. Nous savions où et comment l'on battait, où et comment l'on enfermait au cachot. Mais personne de nous ne savait gouverner un État. Juristes, économistes, philosophes, publicistes. C'est le gouvernement le plus intellectuel d'Europe, en disait-on en Occident. Vladimir Ilitch Ulyanov, Lénine, président du Conseil des commissaires du peuple. Alexei Rykov, commissaire du peuple aux affaires de l'intérieur. 8 arrestations, 3 évasions. Vladimir Antonov Ovseyenko, membre du comité pour les affaires militaires et maritimes, a été condamné à mort. Nicolas Krylenko, membre du comité pour les affaires militaires et maritimes, 5 arrestations. Victor Nogin, commissaire du peuple aux affaires du commerce et de l'industrie, 7 déportations, 6 évasions. Anatoly Lunacharsky, commissaire à l'instruction publique, fils d'un haut fonctionnaire du Tsar, première déportation à 24 ans, savant, poète, dramaturge. Lev Bronstein, Trotsky, commissaire du peuple aux affaires étrangères, puis président du Conseil militaire révolutionnaire, participe au mouvement ouvrier depuis l'âge de 17 ans, adhéré au parti bolchevique seulement à la veille de la révolution d'octobre. Yossif Djougashvili, Staline, commissaire du peuple pour les affaires des nationalités, pseudonyme de parti David, Koba, Nigiradze, Tchijikov, s'est évadé 5 fois des lieux de déportation. Nikolai Boukharine adhéra au parti étant encore en 6e année d'études au lycée. C'est alors qu'il fut arrêté pour la première fois. Alexandra Kollontai, fille de général, travailla dans les organisations sociales démocratiques d'Angleterre, d'Allemagne, de France, de Belgique, de Suisse, de Suède, de Norvège, des États-Unis. Grigori Zinoviev,
dans le mouvement ouvrier depuis l'âge de 15 ans, s'étaient cachés ensemble avec Lénine dans une hutte au bord du lac Razliv. Yakov Sverdlov, à la question, dans son curriculum vitae, combien de fois a-t-il été arrêté et déporté, il répondit, par manque de place, suis obligé de remplir une feuille séparée. C'est avec ces gens que Lénine allait à la Révolution. Plus d'une fois, il eut à discuter avec eux d'une manière rude, parfois même violente. Il lui arrivait même d'être en minorité. Lénine savait convaincre et défendre son bon droit. Néanmoins, il continuait à les croire. Il est même difficile de se représenter que Lénine aurait pu accuser l'un d'entre eux d'être un ennemi du peuple. Il en fut ainsi lors des journées pénibles de discussion sur la paix de Brest-Litovsk. Voici des séquences rarissimes, conservées par miracle, du vote fait nominativement. Est-ce que tu t'es inscrit volontaire? Camarades, inscrivez-vous dans la cavalerie rouge. Armée rouge, défenseur de la révolution prolétarienne. Koltchak marche sur la Volga. La patrie socialiste est en danger. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous en venant vers le communisme. Combien de livres et de films ont été créés et le seront encore sur nombre d'entre eux, ces héros de la Révolution, ces chevaliers de la guerre civile. Nous avons choisi dans les actualités cinématographiques des derniers 70 ans des indices vivants de l'époque, grands et petits. Nous voudrions vous présenter ces annales étonnantes autant que possible, sans omission et coupure. Jadis, à l'époque du communisme militaire, on a vu apparaître une plaisanterie amère. Au pays du matérialisme vainqueur, les étoffes ont complètement disparu. En russe, l'étoffe se dit « materia ». Il n'y avait ni drap, ni indienne. C'était le lot des gens aux années 20. Deux malheurs avançaient côte à côte. La ruine générale et la famine la plus rude. Le pays des soviets avançait sur un chemin non battu. Nous étions les premiers. Et ces paroles sont devenues en quelque sorte habituelles. Mais eux, ces gens des années 20, étaient vraiment des pionniers. Il nous importe de connaître tout leur chemin parcouru, faire grand cas de chaque année de notre histoire. La centrale hydroélectrique de Chatoura. Ce nom est resté dans les notes précipitées de Lénine en tant que ligne d'un manuel et première page du plan de réorganisation de la Russie en un pays électrifié, plein d'usines et de fabriques. C'est une victoire archi-importante, a dit Vladimir Lénine en parlant de la renaissance de l'industrie du sel sur le lac Baskunchak. Donner du pain à la ville. Vive l'Union des ouvriers et des paysans.
Au fond, comment est venue l'idée même de remplacer le système de prélèvement de denrées agricoles des années de la guerre civile par un impôt alimentaire par économie? Lénine parla aux paysans, aux délégués de village. Nous sommes arrivés à l'extrémité, se plaignait un paysan. Laissez respirer un peu le paysan, le village, le peuple, relâchez le boulon. Et là, il ne s'agit pas seulement de circonstances historiques concrètes. C'était juste à l'époque, au début des années 20. C'est juste aujourd'hui aussi. Dans l'économie, on ne peut pas dicter en employant des méthodes administratives de gestion, en commandant. La renaissance du village russe, le renouveau du pays, affamé, déguenillé, écrasé par la misère, s'est opéré en des détails étonnamment courts, à peine 1 ou 2 ans. Et dans nos discussions d'aujourd'hui sur les réformes, le marché, les prix, tout cela est un argument éprouvé par l'histoire. Tout cela n'a été que le prologue, ou plus exactement, le début de la nouvelle politique économique. Le village voyait grandir une couche particulière de paysannerie moyenne. L'État prolétarien attribuait la terre aux paysans moyens. Et maintenant, au début des années 20, il voit apparaître dans sa cour les premières machines agricoles, ce qui donne naissance aux ainsi dites économies à haute culture. Le village russe de l'époque est loin d'être le royaume de l'abandon, et l'on ne pouvait plus lui appliquer les paroles de vie villageoise idiote. Non. Octobre a donné la terre aux paysans. Maintenant, il voit réellement de ses propres yeux combien sa vie a changé en mieux. Un djihadite prend connaissance du savon. Les gens des années 20, des citadins et des villageois. Ce sont les fondateurs, les bâtisseurs et les défenseurs de notre État. Séquence d'un reportage. Le sourire d'un petit vagabond de Moscou. Une place de marché, animée et bruyante. Le grand-père Soukharokov a décidé de s'immortaliser. Attention, ne bougeons plus. Dans le récit sur la nouvelle politique économique, le plus simple et le plus facile, c'est d'en voir les signes extérieurs. La réclame, la cohue du marché à la veille de Noël, les adeptes de la NEP, nouvelle politique économique, c'est bien ça. Mais c'est combien plus important de discerner, de comprendre la nécessité vitale de la NEP, d'évaluer les résultats concrets. La nouvelle politique économique, c'est le refus des orientations périmées qui divergent de la vie. La NEP, c'est une monnaie soviétique solide, un rouble stable. L'affirmation de Lénine selon laquelle le système du socialisme est précisément le système de coopérateurs civilisés avec la propriété sociale des moyens de production a été loin d'être acceptée d'emblée par tous. Il serait naturellement naïf de copier aujourd'hui les méthodes des années 20 quant à apprendre à commercer, à gérer,
à économiser l'argent du peuple et le sien, à développer l'initiative. Tout cela, ce sont des leçons de la NEP, des leçons sérieuses et durables. La révolution culturelle est notre patrimoine indiscutable. Nous tous ne vivons pas dans un lieu désertique où l'on ne pourrait rien édifier. Nous tous sommes les petits-enfants et arrière-petits-enfants de ces cuisinières, blanchisseuses, serruriers et laboureurs. Nous sommes tous les héritiers du ligbèze, liquidation de l'analphabétisme, et des RAFFAC, facultés ouvrières. Un trait particulier de l'époque, et qui n'a pas encore été évalué à fond, c'est le démocratisme. Nadejda Konstantinovna Krupskaya se débattait pour obtenir du pétrole pour les écoles et envoyer des pièces de Shakespeare dans les fins fonds du pays. Mikhaïl Kalinine, le doyen de tout le pays, écoutait attentivement autour d'une tasse de thé les messagers venus des coins les plus perdus du pays. Il les aidait, plaidait leur cause. Des travailleuses parlaient d'égal à égal avec Anatoly Lunacharsky, commissaire du peuple. Le pays des soviets est un pays adolescent qui savait conserver toutes les valeurs authentiques, soutenir tout ce qui était de l'art véritable, de novateur. À la suite d'Alexandre Blok, les peintres apprenaient à écouter la musique de la Révolution. Cet hôtel particulier à Moscou a été réquisitionné à Lianozov, roi du pétrole, pour les besoins de la cinématographie. Tout débuta par les actualités encore muettes, ciné-vérité. Sergueï Sénine, à côté de Kamenev, alors président du Conseil de Moscou. Saluons les ciné-opérateurs, comme on les appelait alors. Ils ont conservé pour nous le rythme et l'élan de la génération révolutionnaire. Le 7 novembre 1922, selon déjà le calendrier nouveau, Moscou, le Kremlin, la place rouge. Lénine était souffrant. Lorsqu'on apprit qu'il avait adressé ses salutations, un cri unanime déferla sur la place rouge. Lénine est avec nous. Lénine est toujours avec nous. Il n'y a pas longtemps, ces séquences largement connues de tous ont réapparu dans les téléfilms de Mikhaïl Chatrov. Ces films honnêtes, véridiques, et qui sont hélas restés de longues années sur les étagères, ont suscité un écho énorme. Il s'est avéré que les gens étaient depuis longtemps avides d'une conversation franche, contemporaine, directe sur Lénine. Ses pensées et ses actes se confondent avec nos jours. Cela est extrêmement important, attrayant, indispensable. Les sommités qui soignent Lénine.
Notre récit concernera les mois, les semaines, les journées amères et pénibles. Cet hiver était rude et neigeux. Les enneigements abondants bloquaient les trains. Le premier mausolée provisoire a été construit pour que ceux qui venaient de l'Extrême-Orient, de Sibérie, de l'Oural, puissent faire leurs adieux à Lénine. Nadejda Krupskaya objectait catégoriquement, mais le mausolée resta là, pour toujours, près du mur du Kremlin, sur la place rouge. Mortellement malade, Lénine a su encore en 1922 dicter quelques pages qui sont au fond son testament politique qui caractérise personnellement les militants du parti et les hommes d'État les plus en vue. Boukharine est non seulement un des plus grands théoriciens de valeur du parti, il est considéré à juste titre comme le favori du parti, mais c'est avec un grand doute que ses conceptions théoriques peuvent être considérées comme parfaitement marxistes. Ensuite, Petakov, c'est indubitablement un homme d'une volonté hors pair et aux capacités extraordinaires, mais il a un trop fort penchant pour l'administration. Je ne vais pas continuer à caractériser les autres membres du comité central selon leurs capacités personnelles. Je rappellerai seulement que l'épisode d'octobre de Zinoviev et Kamenev n'est évidemment pas fortuit, mais on ne pouvait le lui reprocher outre mesure, tout comme l'on ne pouvait reprocher à Trotsky son non-bolchevisme. Le camarade Trotsky est probablement le plus doué dans l'actuel comité central, mais qui saisit les choses avec beaucoup trop de présomption et s'emballe outre mesure du côté purement administratif des choses. Staline est trop grossier, et ce défaut, s'il peut être toléré dans les relations entre nous, communistes, devient intolérable pour les fonctions de secrétaire général. En devenant secrétaire général, le camarade Staline a concentré entre ses mains un pouvoir illimité, et je ne suis pas sûr s'il saura utiliser ce pouvoir. Seul un cercle restreint de gens avait connaissance du testament de Lénine. Bien plus, ont payé de sa liberté et parfois même de sa vie, le fait de garder le testament. On a voué à l'oubli le principe léniniste de la collégialité. La volonté du parti était toujours plus souvent substituée par celle de Staline. Combien le peuple et le parti manquaient d'habileté léninienne de voir les grandes et les petites choses, de fermeté de principe et de souplesse léninienne. La lutte idéologique s'accompagnait d'accusations calomnieuses, d'étiquettes outrageantes. Peu à peu, ceux qui avaient travaillé avec Lénine ont presque tous quitté la scène. C'est ainsi que l'on commença à s'écarter des normes léninistes de la vie du parti et du pays. Cette foire à laquelle participait le pays tout entier était probablement l'une des dernières fêtes de la NEP. La nouvelle politique économique vivait ses derniers jours. Personne ne l'avait annulée officiellement, mais elle mourait. C'était la fin du petit patron, la fin de la NEP. La célèbre tour de Soukarev était en quelque sorte un symbole de ces années, et elle aussi disparut, littéralement de la surface de la Terre. Le pays
entame la période des transformations gigantesques, radicales, jamais encore vues des structures économiques, aussi bien dans l'industrie que dans l'agriculture. À l'époque, il s'agissait de la question vitale, celle du pain. Le paysan moyen, avec un nombre restreint d'économies d'État et coopératives, donnait 80% de la production globale et les 3/4 de la totalité du pain marchand. La collectivisation, l'idée de la coopération des petits paysans, et à l'époque ils étaient environ 25 millions, était avancée par Lénine et soutenue par le parti. Cependant, dans cette immense affaire compliquée qui touchait aux destinées de la paysannerie, de sérieuses dérogations ont été faites à la politique de Lénine. La ligne, visant la lutte contre les koulaks, était interprétée avec tant d'ampleur qu'elle englobait également une partie importante de la paysannerie moyenne. Et ceux qui n'étaient pas contents, et ceux qui, à Dieu ne plaise, s'y opposaient, étaient classés comme koulaks, éléments de koulaks ou sous-koulaks. Et tous ces sous-koulaks, sans distinction aucune, étaient envoyés à des milliers de kilomètres au-delà des grands fleuves sibériens. Cette issue affreuse et amère a été décrite par Alexandre Twardowski. Il écrivit ces lignes sur son père, un forgeron de village, fils fidèle de sa patrie. Son auxiliaire va-nu-pied, son soutien, son guerrier. Il se mit à vivre enfin sur son lopin tant désiré, qui lui fut aussi sa perte. Mais il ne lui reprocha rien, certes, quant aux déviations. On ne se pose pas la question, lorsqu'il s'agit en ce moment, de réaliser le grand tournant. Pour le centenaire de la guerre patriotique de 1812, le peuple ramassa centime par centime de l'argent pour construire cette cathédrale en commémoration du haut fait d'armes russes. Et les coupoles dorées du temple du Christ Sauveur s'offraient à la vue de ceux qui venaient à Moscou. Les années 30, époque compliquée, austère, hétérogène. On met en valeur les géants du quinquennat. Une telle usine n'existe ni chez Ford, ni chez Caterpillar. Mais nous l'avons. Elle est à nous. Prise d'assaut du noyau atomique. Pour les ouvriers du quartier Ossetiovka, le conseil de l'arrondissement Frunze a construit des bains-douches. De ville célèbre pour ses pains d'épices, Toula devient un puissant centre industriel. En Sibérie, il y aura un théâtre Bolchoï. Davantage de minerais, de fonte, d'acier. Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, nous regardons la voie parcourue attentivement. Tout cela, c'est nous. Tout cela est à nous. Ce sont nos projets qui avaient stupéfait le monde. Ce sont nos quinquennats. Il se peut que les mots « pays des héros »,« pays des enthousiastes » ne contiennent pas toute la vérité de l'époque. Essayons un peu de nous demander, est-ce que la Russie nouvelle, le pays des soviets, aurait survécu sans tout cela,
sans une tension parfois surhumaine, sans ces efforts extraordinaires, sans la vie quotidienne des grands chantiers, dans les feux et les sons de cloche, mais par-dessus tout, dans la fatigue infinie d'un travail exténuant. C'est précisément les années 30, années de l'industrialisation, qui nous ont donné le charbon et le pétrole pour les moteurs et à la fin des fins pour les tanks. C'est à cette époque que disparut la notion de confins national. C'est à cette époque que notre Union soviétique multinationale devint une puissance industrielle. Tout était avec nous, tout ce qui était beau et faisait la joie, les choses héroïques et amères. Les reporters ne craignaient pas de montrer sur les écrans des catastrophes, des pertes. L'épopée de l'expédition polaire, le naufrage du brise-glace Tchilouskine dans les eaux glacées, reste dans la mémoire des générations. Les actualités ne détournaient pas les yeux, ne contournaient pas les sujets aigus. Aujourd'hui encore, nous n'avons pas défait les nœuds de nombre de problèmes qui attendent leur solution. Papa ne boit pas de vodka. Bien des choses auxquelles nous rêvions ne se sont pas réalisées. Mais c'est précisément à cette époque-là que naissait l'homme soviétique nouveau, alerte, avec bien des péchés, mais tout de même nouveau, et tout de même soviétique. Notre amour commun, le mot de passe de tout notre peuple, Pouchkine. Notre patrimoine, les classiques russes. Voici les vers tonitruants de Vladimir Maïakovski qui nous viennent de là-bas, des années 20 et 30. De là-bas aussi, Mikhaïl Bulgakov. Maxime Gorky, le collectionneur infatigable de talents. Les livres, les chansons, les films de ces années inoubliables. Les années 30, le célèbre Fonds de Diamants a été ouvert au grand public pour la fête du 1er mai. Les trésors de la maison tricentenaire des Romanov semblaient déjà être un passé très lointain. Vive la fête prolétarienne, la journée du 1er mai. Chaque édition des ciné-actualités comportait un événement, un jalon, une étape. Oui, et au début des années 30, nous avons vécu la mauvaise récolte et de nouveau la famine. Et malgré tout, ce fut très difficile et cela ne se fit pas tout seul. La vie s'améliorait, devenait plus riche, plus lumineuse. Le peuple était le vrai créateur de la vie nouvelle. Et nous présenterons dans notre récit la chronique des records des expositions, représentant toute l'Union soviétique, des grandes réalisations. Pour Moscou, c'est pour vous. Et pour votre déjeuner. Les actualités n'étaient pas un observateur impartial et hors de l'action. Elles éveillaient les gens, elles s'indignaient, se battaient pour une vie quotidienne nouvelle, pour tout ce qui était nouveau. Aujourd'hui,
on prend d'assaut les habitations des débardeurs. Pour l'hygiène. Les bains-douches. L'époque du commerce moscovite et de la confection moscovite. Et voilà, c'est comme ça, par vote révolutionnaire, mandat en main, que l'on adoptait les nouveautés de la saison. Я ковал тебя железными подковами, я коляску чистым лаком покрывал. Но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он седаков. Construction du métro. Ну и как же это только получается, все-то в жизни перепуталось хитро. Чтоб запречь тебя, я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро. Nous les avons réunis ensemble, ces hommes des années 30, des travailleurs ordinaires, et ceux mondialement connus, des grands. Ivan Pavlov, physiologiste, lauréat du prix Nobel. Konstantin Tsiolkovsky, le rêveur de Kalouga, le Léonard du XXe siècle. Le chef de l'école soviétique de physique, Abraham Yoffe. Igor Kourtchatov, Piotr Kapitsa, grand physicien et humaniste intrépide. Nikolai Vavilov, botaniste. Ivan Michurin, sélectionneur. Les gens des années 30, ceux des champs et des usines. Éclatant est aussi une marque de l'histoire, comme la leur propre. La vie, il la voyait en tant qu'incarnation réelle, visible de tout ce qui a été projeté de faire par les bolcheviks russes, par le parti communiste léniniste. Ils avaient une foi, et la vérité doit être dite sur ces gens remarquables et sur cette époque héroïque et tragique. On ne peut pas s'éloigner de l'histoire, tout comme on ne peut pas s'éloigner de soi-même, l'enjoliver, ou tout simplement camoufler certains de ces moments difficiles. C'est faire preuve de manque de scrupules, et c'est immoral. Pourquoi? Mais pourquoi donc nous prendre pour des imbéciles? Nous avons vécu à cette époque, nous nous souvenons de tout, et après tout, nous savons beaucoup de choses. D'année en année, toutes les réalisations et les victoires étaient reliées à un seul nom, qui résonnait comme du fer, qui résonnait comme du fer. Une randonnée sur le canal reliant la Baltique à la mer Blanche. À côté de Staline, Voroshilov, Kirov. Yagoda, nom sinistre dans la liste des exécutants des répressions en masse. On ne peut pas réécrire l'histoire.
Les efforts, et non des moindres dans la lutte contre l'opposition au sein du parti, appartenaient à Staline, et les documents du parti le confirment. C'est exact. Mais les gens des années 30 avaient simplement foi en lui. Ils voyaient en lui l'unique héritier légal de Lénine. Parmi tous ceux qui faisaient partie du bureau politique et du comité central encore du vivant de Lénine, seul lui est resté. Tout seul. L'histoire du parti, celle de la Révolution, ont déjà été réécrites. La locomotive reçut le nom de Staline. Sa sagesse et son infaillibilité étaient déjà portées à l'absolu. Il était encensé de toutes parts de flatteries grossières. Les louanges retentissent, c'est à peine s'il n'est pas un demi-dieu, né de la lune et du soleil. Le culte de la personnalité. Malheureusement, aujourd'hui encore, il se trouve des gens prêts à oublier comment cela fut, ce que cela a coûté au pays, au parti, au peuple. Le culte de la personnalité. C'est notre souvenir et notre douleur. Ces arrestations et ces fusillés. Les coups dans la porte en pleine nuit. Le grincement des serrures et des ascenseurs. Ce sont des queues interminables, muettes et sans espoir, aux portes des prisons ou aux étapes de la déportation. Ces files d'attente composées de parents et de proches. Et ils ne sont pas des centaines ou des milliers, ils sont des millions. Autant de biographies déchirées et de destinées mutilées. Mais là-bas aussi, dans les exploitations forestières et dans les camps de concentration, la plupart des innocents condamnés restent fidèles au parti, à la Révolution, à Lénine. Il en a été ainsi. Nous sommes tenus de le savoir et de nous souvenir de chaque année de notre histoire, de ne pas en détourner les yeux, ne pas se détourner de la vérité. L'année du 20e anniversaire de la Révolution brillait de ses parades ronflantes et les pluies de tracts bruissaient dans le ciel. Mais un affreux nuage noir resta comme suspendu dans le ciel du pays tout entier et au-dessus de la capitale, de la place rouge, le jour anniversaire d'octobre. Les colonnes de gens avaient l'impression de marcher avec souffrance et dégoût sur le sang de leurs camarades et amis, de leurs proches. Tel est resté le souvenir de l'année tragique de 1937. La coupe de l'amertume n'épargna personne. Ouvriers et directeurs d'usine, paysans et secrétaires du parti, poètes et savants. Mais le coup le plus terrible a été porté à l'armée rouge des ouvriers et des paysans. Les répressions étaient implacables. Des 5 maréchaux de l'URSS, 3 ont été exécutés. Des 5 commandants d'armée de premier rang, 3 exécutés. Des 10 commandants d'armée de second rang, tous ont été passés par les armes. Des 57 commandants de corps d'armée, 50 ont été liquidés. Des 186 commandants de division, 154 ont été fusillés. Des 16 commissaires d'armée et de premier et second rang, tous. Des 28 commissaires de corps d'armée, 25. Des 456 colonels, 401. L'année 1941. L'attaque de l'Allemagne fasciste fut perfide et réalisée par surprise. Mais voici comment, par la suite, le maréchal de l'Union soviétique, Georgi Zhukov, avait évalué le facteur surprise.
L'interprétation de la surprise, disait Zhukov, telle qu'on l'entend aujourd'hui, et comme d'ailleurs l'entendait Staline dans ses interventions, n'est ni complète ni juste. Que veut dire le mot surprise lorsqu'on parle d'action de cette envergure? Le danger principal consistait non pas en ce que les Allemands ont franchi par surprise la frontière, mais en ce que la puissance de frappe de l'armée allemande a été une surprise. Leur supériorité en force de 6 et 8 fois dans les directions décisives a été une surprise pour nous. L'échelle de la concentration de leurs troupes et la force de leur frappe a également été une surprise pour nous. C'est précisément cela qui a prédéterminé nos pertes de la première période de la guerre. Le repli, des millions de victimes, la tragédie des prisonniers. Le fils du chef suprême des armées, Yakov Djougashvili, est dans un camp de prisonniers de guerre. Aucune famille, aucune maison ne fut épargnée par le malheur. Ainsi commença la journée la plus longue de la vie de millions de gens. Et cette journée d'épreuves inouïes et de malheurs incommensurables, de courage grandiose et de gloire sublime, dura presque 4 longues années. Au cours de la première partie de la guerre, qui a été pour nous la plus tragique, le peuple a su faire preuve de patience, d'endurance et de courage. Parlant des soldats de l'année 41, le journal de l'armée Krasnaya Zvezda écrivait pendant les journées plus dures. Nous savons que l'ennemi est fort. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Nous tiendrons bon. Nous sommes plus forts d'esprit. Nous savons pourquoi nous combattons. Pour le droit de respirer. Nous savons pourquoi nous endurons tout cela. Pour nos enfants. Nous savons ce que nous défendons. La Russie, la patrie. Nous saurons supporter les communiqués pénibles. Nous savons que les bons communiqués nous attendent. Le peuple avait foi en le parti qui était au pouvoir. Quant au parti, il n'avait d'autres intérêts que ceux du peuple. Il semble que c'est Constantin Simonov qui était le premier à calculer le nombre de jours et de nuits que dura la Grande Guerre patriotique. 1418. Notons-en seulement 2 étapes. Juin 41 et mai 45, victorieux. Entre elles, s'étala toute la guerre. La grande prédiction de Lénine, confirmée par la vie et par la mort, s'est réalisée. On ne saura jamais vaincre un peuple dont les ouvriers et les paysans ont appris, ont senti et ont vu qu'ils se battaient pour leur pouvoir soviétique, pouvoir des travailleurs, qu'ils se battaient pour la cause dont la victoire assurera à eux et à leurs enfants la possibilité de jouir de tous les bienfaits de la culture et de toutes les œuvres dues au travail humain. Ils mouraient dans les bras des infirmières, perdaient leur sang sur des civières de fortune, dans les cours, sur les marches des escaliers. Haletants, ils murmuraient leurs dernières paroles ou bien mouraient subitement. Ils mouraient pour rapprocher ne serait-ce que d'un court instant la fin de la guerre. Dans cet assaut fantastique, infernal, ils étaient conduits par la foi consciente, engendrée par notre système,
par toutes les années de travail du Parti des communistes, en ce que ce sont précisément eux qui rapprochent la victoire. On n'arrivait plus à dénombrer ni les blessés, ni les combats, ni les chemins parcourus. Cette nuit, personne ne dormait. Vint le matin du 9 mai. La journée de la victoire. Nous nous sommes accoutumés à ce chiffre incroyable, 20 millions tombés pendant la guerre. La victoire a réuni toutes les destinées en une seule, la destinée du soldat qui marcha jusqu'à Berlin. Nous avons marqué le 30e anniversaire d'octobre dans une période difficile, loin d'être assouvi, mais allègre. Il semble que ce sont les jeunes qui ont le plus besoin de notre récit. Ceux qui n'ont jamais entendu le hurlement des bombes, qui n'ont jamais tenu dans leurs mains de cartes d'alimentation et n'ont jamais pensé aux morceaux de pain. Après les années fougueuses de la guerre, après le froid et la famine des années 46 et 47, on voudrait avant tout montrer la joie du travail, la fête de la pendaison de la crémaillère. Que ce soit une petite fête, mais une fête quand même. Tout n'a pas été aussi simple. On élaborait des projets grandioses de conquête de la nature, on creusait des canaux, plantait des zones forestières protectrices, on transformait la terre. Cette expérience a son importance aujourd'hui aussi. En même temps, disons, dans les sciences biologiques s'épanouissait l'esprit d'aventure et Lysenko y régnait en maître absolu. Les principes léninistes de la libre discussion dans de larges cercles, de la discussion scientifique honnête, ont été oubliés. Il était impossible de s'opposer à Lysenko. C'était même mortellement dangereux, car la renommée gonflée de ce Salieri de la génétique était soutenue par le père et le maître, par le sage entre tous les sages. C'était l'époque des applaudissements prolongés. Nous devons la connaître par ses noms. Les générations doivent connaître aussi le visage de cet homme au pince-nez. C'est Beria, le bourreau, chef d'une bande de criminels. Une époque hétéroclite. Nous regardons attentivement les actualités des années 40 et du début des années 50. Ce n'est pas seulement la nostalgie des années d'enfance et d'adolescence qui nous fait languir. On a envie de faire revenir le temps avec toutes ses couleurs, ses odeurs, ses détails. La vie a été difficile, les fêtes étaient rares, et malgré tout, ces années sont restées dans notre mémoire comme celles de la Renaissance, du relèvement, de l'affirmation de la vie pacifique.
relier le Don à la Volga, abreuver les terres desséchées de Crimée, tracer un canal dans la steppe lointaine de la Turkménie, dans le désert, construire des barrages. À Norilsk, dans la zone polaire, travailler et vivre au milieu des tempêtes de neige et ne pas flancher. « 20 mars 1953 » Pendant 30 ans, il avait tenu la barre. On ne le prenait pas pour un homme ordinaire, pour un commun des mortels. Et lorsque le speaker de Radio Moscou annonça d'une voix étouffée par les sanglots qu'après une longue et pénible maladie, à la suite d'un infarctus du myocarde, nous tous qui avons vécu ces instants, nous nous sommes sentis des orphelins. L'amertume et le sentiment d'orphelin sont restés dans la chronique. Mais aujourd'hui, on remarque un autre sentiment. C'est celui d'une limite. Nous avions encore vu en lui un léniniste des plus fidèles. Nous avions porté son cercueil jusqu'au mausolée. Le parti de Lénine aura encore à dire au peuple toute l'amère vérité, aussi pénible soit-elle. Mars 1953. La limite. Le printemps, année 1954. Combien a changé le visage des gens des années 50? De nos pères et mères. Des premiers quinquennats, nous parvenait l'appel « Hardi les gars », les terres vierges. C'est l'époque du premier sillon, de la première miche de pain obtenue sur les terres vierges, l'époque des grands espoirs du peuple tout entier. Février 1956, ouverture du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. D'après les apparences, il semblait que tout était comme auparavant, austère, solennel, officiel. Cependant, tous, nous vivions dans l'attente. Personne ne savait encore de quoi il sera concrètement question au Grand Palais du Kremlin, lors du Congrès. Mais le pressentiment d'un événement historique était de toute évidence général. Le compte-rendu du comité central a été présenté par Nikita Khrouchtchev. On le connaissait bien au sein du parti et dans le peuple. On se souvenait que dans les années 30, il était un secrétaire énergique du comité du parti de la ville de Moscou, un des plus jeunes membres du bureau politique sous Staline. On se souvenait comment il disparaissait pour des journées, des semaines et des mois dans les entrailles du métro de Moscou en construction, comment il avait travaillé en Ukraine avant la guerre. On l'avait rencontré sur les chemins de la guerre aux environs de Kharkov et à Stalingrad, à Kiev à moitié démoli, le jour de sa libération. On savait que les soucis des travailleurs de la campagne lui étaient particulièrement proches. Au 20e congrès, Khrouchtchev a pris la parole à 2 reprises. En plus du compte-rendu du comité central, il présenta à huis clos un rapport sur le culte de la personnalité de Staline et sur les moyens d'en surmonter les conséquences. Ce fut indubitablement un acte courageux, un acte de courage personnel. Mais ce qui importait le plus, c'était le retour décisif du parti vers Lénine. La vérité sur le culte, vérité choquante, tragique, était nécessaire au peuple, au pays, au parti, au monde. Les jeunes d'aujourd'hui doivent absolument savoir combien d'espoir a suscité le 20e congrès. Combien de nouveaux itinéraires a-t-il ouvert? La voix de poètes nouveaux se mit à retentir. Il y a eu des chants nouveaux. Le pays tout entier avait rajeuni. On peut évidemment critiquer, et aujourd'hui il est aisé de le faire, le quartier Tcheriamouchki, où toutes les maisons se ressemblent,
dénigrer les célèbres maisons à 4 étages de Khrouchtchev, mais souvenons-nous-en. Elles ont été peuplées de gens qui vivaient dans de vieilles masures délabrées, dans les caves. Elles étaient peuplées de ceux qui ne pouvaient même rêver d'avoir un logement séparé. La peur commençait à disparaître en Russie. Il s'est avéré que l'on pouvait parler librement avec un hôte étranger, discuter, se lier d'amitié avec lui. Moscou a été prise par le tourbillon du festival de la jeunesse jamais encore vu. Une fête de toute la planète à Loujniki. L'année du 40e anniversaire d'octobre fut l'année du premier Spoutnik de la Terre, une année de découverte et de réalisation. Une partition de 1957, ouverture solennelle de Dmitri Shostakovich. C'est aussi l'année de la naissance du théâtre-studio Sovremennik, le contemporain. Quel tournant dramatique! Ce même homme qui a dit au monde entier la vérité sur le culte de Staline s'égarait dans ses relations avec les intellectuels, se laissant emporter par des rebuffades, par un ton grossier de commandement, et même injurieux. Et là, il ne s'agit pas seulement de grossièreté. En fait, en faisant la leçon et en donnant des ordres, Khrouchtchev essayait d'étouffer la critique saine, constructive et utile. Dans son activité, Khrouchtchev faisait preuve toujours davantage d'incompétence belliqueuse, de manie des projets, se posait là, se refusant à toute critique de sa personne. Nos ports, jadis orientés à l'exportation, devenaient des ports d'importation. Nous avons commencé non pas à vendre, à exporter le blé, mais à l'acheter contre des devises fermes. Au début des années 60, Khrouchtchev a proclamé dans son programme du parti « Dans 20 ans exactement, le communisme sera édifié. Nous devancerons de loin les États-Unis pour la production de viande, de lait et de beurre. » C'est ainsi qu'ont été discréditées pour beaucoup de grandes et nobles notions. En fin de compte, cela amena, en 1964, à la démission de Khrouchtchev. Démission qui fut loin d'être bénévole. Nous avons vécu ainsi encore 10 ans. Et malgré tout, ces années resteront dans notre mémoire gravées par l'indicatif du premier Spoutnik de la Terre, par le mot espiègle et inoubliable de Gagarine. Allons-y, en route. Elles seront les années de l'essor cosmique du pays des Soviets. Il y a longtemps que les reporters, les opérateurs, sont qualifiés de chroniqueurs de l'époque contemporaine. La dénomination des actualités changeait. Les années, les décennies passaient. Dans la propagande, dans la presse, dans les actualités, l'image de notre vie devenait de plus en plus édulcorée, sans conflit, avec un caractère de parade. Notre récit touchera une époque tout à fait récente. Ainsi donc, une destinée, une biographie bien connue de tous. Une maison dans une banlieue ouvrière, un diplôme d'ingénieur, les chemins de la guerre. Il fit avec dignité toute la grande guerre patriotique. Après la guerre, travail de parti à différents postes. À la limite des années 60 et 70, on le voit toujours plus souvent parmi le peuple, parmi les gens. Pendant 18 ans, Léonid Brejnev se trouva à la tête du parti et de l'État. Nous avons en mémoire ces années. Peut-on les qualifier d'emblée de période de stagnation dans les affaires intérieures et internationales? Non, bien sûr. Pendant ces années aussi, le pays vivait, travaillait, édifiait. Nous avons à notre actif une expérience colossale,
incroyable par ses proportions, très diversifié et dont le sens n'a pas encore été saisi à fond du socialisme pratique. Il porte en lui aussi bien des dérogations, des victoires et des défaites que de grandes réalisations. Réfléchissons un peu chiffres et faits en main. Nous avons atteint la parité militaire et stratégique. Au cours des 15 dernières années, de 1970 à 1985, le revenu national s'est accru de 6 fois. Beaucoup a été fait. Mais parlant franchement, avons-nous géré en bons économes tout ce que nous avons fait et amassé? Nous avons vu travailler à nos côtés des novateurs, des soldats, des chefs de chantier à la volonté d'acier qui ont su devancer de loin le temps. Aujourd'hui, tout le monde parle de sous-traitance par équipe. C'est une chose utile dont on a besoin. Mais pour cette méthode de travail, Nikolai Zlobin, un bâtisseur de la banlieue de Moscou, se battait littéralement avec les bureaucrates. Alexandre Guitalov, laboureur, leur faisait la guerre et a vaincu. Ou encore Sviatoslav Fyodorov, ophtalmologiste connu du monde entier. Combien d'embûches a-t-il dû surmonter? Des artistes talentueux et différents autres ont travaillé dans les arts. Parlant des ballets de Yuri Grigorovitch, de notre troupe principale aujourd'hui, on écrit le Bolchoï. C'est un mot russe que l'on comprend partout sans traduction. Nous nous souvenons de tout. Des larmes d'adieu et le sourire triste sur l'arène olympique. Le souvenir garde tout. Plus d'une fois, Lénine mettait en garde contre les éloges impétueux, contre les flatteries. Nous avons pris l'habitude des orchestres, des toasts, des parades, des devantures brillantes. Il y a seulement peu de temps que l'on a commencé à y voir clair. On se dépatouille jusqu'à présent. Disons d'emblée, il n'est permis à personne de jeter une ombre sur les exploits de ces gars, ces Komsomol, les pionniers du BAM, de la voie ferrée Baïkal-Amour. Mais n'est-ce pas un véritable drame dans la vie de ces jeunes, des Komsomol, dans la vie du parti, de tout le pays? Derrière les communiqués victorieux, les symboliques segments de jonction en or et les parcours d'argent, il y a des problèmes de grande acuité non résolus. Il s'avère que le BAM n'a pas commencé à fonctionner en temps fixé, et les milliards placés dans la voie ferrée du siècle donnent un rendement bien plus bas que celui escompté. Les territoires environnants n'ont pas été assimilés. Des milliers et des milliers de jeunes, bâtisseurs et cheminots, n'ont pas où vivre. Tels sont les faits. Telles sont les dures leçons. Dans nos calculs, nous avons trop souvent été magnanimes et myopes. Il semblait que le pays de Tumen et d'autres entrepôts souterrains de la nature étaient inépuisables et sûrs. Et il était toujours plus difficile de suivre la route de l'or noir, du gaz qui allait toujours plus loin, presque vers le pôle, et les chenilles des supertracteurs écorchaient la peau de la terre. L'intrusion insouciante dans l'organisme fragile de la nature est une leçon des plus amères. On a déjà statué sur le détournement des fleuves septentrionaux. Dieu merci, on a réussi à détourner la menace, mais à quel prix? Tout le peuple s'en est mêlé. Et le Baïkal
notre véritable perle. Lui aussi, il faut le sauver. Heureusement que le pays est vaste et qu'il y a bien où encore filmer une telle magnificence. Réservé, conservé. Mais combien de pertes n'a-t-on pas essuyées? On peut perdre irrévocablement l'église en bois au cimetière de Kiji, véritable joyau de la Russie. Combien encore de questions à résoudre? Pourtant, il y a peu de temps encore, on tâchait de ne remarquer ni les queues, ni les pénuries, ni la crasse. Pas de problème. Parfois, on ouvrait largement les portes devant les correspondants et les caméramens, leur montrant des articles déficitaires sortis de derrière les fagots. Les gens voyaient tout. Quant à nous, nous montrions une fausse vitrine, celle de l'abondance soi-disant acquise. Les rythmes de croissance économique sont tombés catastrophiquement. Aucun des 3 derniers quinquennats, les 9e, 10e et 11e, n'ont été dans le fond accomplis. Nous étions hypnotisés, ensorcelés par toutes sortes d'anniversaires, de grandes dates, par les chiffres ronflants. C'était les branle-bas pour tout réaliser pour les dates marquées en rouge sur le calendrier. Faire son apport et entre-temps passer à la caisse, toucher la prime. Et aussi recevoir des médailles, des ordres. Et qu'y a-t-il derrière tout cela? Car si l'on juge d'après les bandes d'actualité, tout allait chez nous sans un icroche, au son de fanfare. S'il en était ainsi dans la vie réelle, terrestre, authentique, cette double morale, telle la rouille que rôdaient les âmes. Pourtant, nous le voyons, le savions, nous ne croyons pas aux réalisations falsifiées. À quel point s'est ancré dans l'esprit de certaines personnalités, parmi les intouchables, l'assurance de leur propre infaillibilité, de l'impossibilité de les remplacer, de l'immuabilité de leur fauteuil de dirigeant, et le sentiment apaisant d'un calme fier. Moscou a été en quelque sorte déclarée zone exclusive, centre, pour ainsi dire, modèle. Et naturellement, dire que dans la capitale, le problème du logement est devenu des plus aigus, pénible, politique même. Il n'en était pas question. Pas un seul mot, ni de la tribune du parti, ni sur les pages des journaux. Comment donc? À Moscou, tout est exemplaire. Depuis longtemps, le métro de la capitale ne pouvait plus suffire au flot de voyageurs. Aujourd'hui encore, on y est à l'étroit et l'on y manque de confort. Quant à Grishine, le premier dirigeant de Moscou, il ne cessait de se vanter par inertie que notre métro est le meilleur au monde. Les vastes discussions des problèmes en toute transparence, les heurts des opinions, la recherche de la vérité, nous manquaient comme de l'air. Encore un peu, et ces projets du monument commémoratif sur la butte Poklonnaya à Moscou auraient pu devenir réalité. Tenez, regardez un peu. C'est avec ces soi-disant chefs-d'œuvre que l'on avait l'intention de refléter le thème sacré pour nous tous. Heureusement que l'on s'est ressaisi, quoique tardivement, car des millions ont déjà été enfouis dans la terre. Encore une leçon. La vie sociale a été étouffée. Elle était en pleine stagnation. Et c'est sur ce fond que se déroulait tout ce dont on se souvient maintenant avec amertume. De la reconnaissance de ses mérites véritables, on est allé aux louanges effrénées, aux épithètes déjà connues, telles que sage, grand. Ces articles et ces discours sont déjà qualifiés d'apports nouveaux à la théorie marxiste. On parle déjà sérieusement de ces éminents mérites militaires. Et de quoi nous souvenons-nous? Nous-mêmes avons écrit et fait des films sur ce chef militaire, sur ce stratège. Ces mémoires ont été jugées dignes d'un prix littéraire suprême. Des étoiles d'or, il en avait davantage que le maréchal Zhoukov lui-même.
Mais le principal et le plus terrible réside dans l'atmosphère de remugle, de glorification, sans le moindre petit vent ou courant d'air, où se développaient les microbes d'une dangereuse maladie sociale. Et cet orgueil que Lénine détestait tant, et la possibilité de plonger la main dans la poche de l'État, et l'assurance que tous les biens sont à ta disposition, seulement à toi, uniquement à toi. Des régions, des républiques, des territoires entiers se sont trouvés hors de toute critique, comme par exemple le Kouban, la Bachkirie, le Kazakhstan, l'Asie centrale. Les choses en sont allées jusqu'aux manigances criminelles avec l'or blanc, la corruption, le népotisme, la dilapidation. C'est une vraie honte. Il n'est pas fortuit que le parti ait qualifié tout cela d'ombre sur le visage pur et clair de membres de parti. Nous nous sommes trouvés au bord, à la veille d'un danger affreux dont parlait Lénine, dans la situation d'un parti présomptueux, d'une nation présomptueuse. Économie extensive, complètement ossifiée, rupture entre les paroles et les actes, chute de l'autorité internationale. Bref, un état d'avant-crise. Les mélodies funèbres se sont tues sur la place rouge. Les sirènes aussi. Il est maintenant évident que dans notre histoire, le moment de la limite est de nouveau arrivé. La vie elle-même a présenté la facture pénible et amère. Lénine indiquait de façon tout à fait précise qu'il fallait non pas se bourrer le crâne, mais avoir le courage d'avouer en toute franchise l'état réel des choses. C'est précisément la haute responsabilité du parti pour les destinées du peuple, les destinées du socialisme, qui l'amena à la conclusion sur la nécessité de la perestroïka. En ce moment, nous apprenons tous, nous passons tous par la grande et dure école de la vie. L'école de la vérité et de la transparence, l'école de l'extension de la démocratie. Nous apprenons le renouveau. Parlant sérieusement, serions-nous un peuple sans talent? Un peuple qui ne travaillerait pas? L'histoire de notre pays prouve et montre qu'il n'en est rien. Alors donc, quelque chose nous gênait de faire mieux et davantage, d'être plus raisonnable et plus logique. Quelqu'un, quelque chose. Là aussi, il faut tirer les choses au clair. Et nous devons en parler. Évidemment, ce n'est pas pour traiter quelqu'un ou bien montrer quelqu'un du doigt, mais bien pour continuer à vivre. Plus le temps passe, plus l'importance du 27e Congrès apparaît clairement. Ce fut un tournant ferme et décisif. L'intrépidité dans la discussion sur les difficultés, de nouvelles approches, de nouvelles décisions. Le protagoniste principal, c'est le peuple. Et le moyen principal pour faire agir cette force, c'est la démocratie. Il faut de nouvelles méthodes de gestion. C'est un congrès léniniste, écrivit au journal Pravda un jeune ouvrier. Cette définition est juste, profonde et équitable. Ces boîtes contiennent des fichiers, le courrier des éditions centrales. Chaque jour, 1 millier de lettres et plus parviennent des lecteurs. Il y a là, bien sûr, des plaintes personnelles, des malheurs, des querelles. Mais après avril 1985, après le 27e congrès, les plénums du comité central, le caractère des lettres a foncièrement changé. La transparence est une chose vraiment étonnante. La voix du peuple. J'ai lu l'article d'un académicien économiste de renom. Il écrit que nous produisons 2 fois plus d'acier que les États-Unis et de produits finis, machines et machines-outils, 1,5 fois à 2 fois moins. Est-ce possible d'en parler calmement? Il faut en sonner le tocsin. Une autre lettre discute et poursuit la conversation.
Peut-être ça suffit aux journaux de rabâcher. Ça c'est mal, ça c'est mauvais. Je suis moi-même un marin de la marine marchande. J'ai visité de nombreux ports du monde. J'ai vu de mes propres yeux comment des représentants de firmes étrangères faisaient la queue pour obtenir la toute dernière production du groupe de la ville d'Ivanovo. C'est un niveau qui n'est pas plus bas que le niveau mondial, sinon plus haut. Encore une pensée, encore une opinion. Camarades rédacteurs, pourquoi donc, avec notre restructuration, notre transparence, vous ne citez aucun nom ni le poste occupé? Dites qui concrètement est coupable de ce que nos enfants commencent seulement maintenant à s'assimiler l'ABC des ordinateurs. Qui les a privés de cette joie? Qui porte la responsabilité de notre retard en matière d'électronique et du déséquilibre qui augmente toujours? Il y a des chances que vous ne publierez pas ma lettre. Je suis ingénieur, spécialiste diplômé. Pendant les loisirs, j'ai calculé combien de temps de moyens populaires sont gaspillés en patronage. La pomme de terre, la betterave, d'autres légumes reviennent à prix d'or. Cela n'a aucun sens. Et allez les voir après sur les étalages des magasins d'État. Vous en aurez mal au cœur. C'est dommage. Et pourtant, nous savons travailler. Cela provient d'une autre lettre. Nous avons des gens qui sauront nourrir à satiété le peuple et avec de bons produits. Nous avons beaucoup entendu parler et lu sur le kolkhoz Lénine dans la région de Toula. Nous nous y sommes rendus avec ma femme pour voir de nos propres yeux. Et voici le résultat de nos observations. Le matin, il n'y a au village que les petits-enfants. Tout le monde travaille et pas un seul n'est ivre. Là-bas, ce n'est pas de la terre noire. Chez les voisins, la récolte est maigrichonne. Tandis qu'au kolkhoz Lénine, son président Starodubtsev, c'est un vrai patron sur sa terre. Nous nous sommes intéressés s'il était possible de venir travailler ici, dans le village de Spasskoye. On nous a dit non, il y a un concours, mais il faut attendre au moins 5 ans. Nous aimerions bien travailler comme ça à notre terre. Comme écrivait Lénine, les gens veulent tout savoir, juger de tout et tout faire en pleine conscience. Quand j'ai pris connaissance du malheur, je suis allé au conseil du village, je suis passé à la caisse, j'ai compté mes économies et j'ai vu que l'argent me suffira. Et puis en tant que retraité, en ai-je tellement besoin? Je comprends que notre État est riche et qu'il viendra à bout de tout malheur. Mais celui de Tchernobyl est très particulier. C'est comme celui de la guerre. Tout le monde doit y mettre du sien. Le courrier de Tchernobyl, il parvient toujours. On a montré à la télévision que la centrale fonctionnait, mais la ville est toujours déserte. Il n'y a pas âme qui vive. Il faut tout raconter à la population, tout, jusqu'au bout, sans rien cacher, dans le bonheur comme dans le malheur. Des lignes tirées de lettres. La perestroïka dure depuis 2 ans déjà. Est-ce peu ou prou? Chez nous, au Kazakhstan, la perestroïka a commencé avec retard. Pendant combien d'années nos dirigeants s'étaient installés dans des hôtels particuliers, en se barricadant pratiquement de tout et de tout? Merci pour votre parole franche et honnête. Merci d'avoir ouvert tout grand les portes. Les hôpitaux pour enfants nous sont bien plus nécessaires que les villégiatures pour les hauts fonctionnaires. Encore une lettre du Kazakhstan. Je vous écris avec un sentiment mitigé de honte, de foi et d'espérance. L'amitié entre les peuples est une de nos grandes conquêtes réalisées au prix de notre sang. Et pourtant, il s'est trouvé chez nous à Almaty des calomniateurs, des ennemis qui ont su duper la jeunesse, organiser des désordres sur les places et dans les rues. Mais c'est en vain. On n'arrivera pas à nous brouiller et à nous désunir. L'amitié des peuples de notre union est inébranlable.
L'ennemi principal de la perestroïka, c'est le fonctionnaire, l'employé zélé, le bureaucrate. Le nouveau mode d'élection, la démocratisation ne sont pas de son goût. Quant à nous, aux ouvriers, cela plaît. On peut choisir, et non pas en parole mais en acte, élire ceux qui sont dignes. À peu près dans chaque lettre, dans chaque écho, on voit le souci principal de la paix. Que faire? Les chansons des jeunes, leur rythme saccadé, nous sont étranges, inaccoutumés. Ils chantent ensemble, applaudissent ensemble. Ils veulent vivre en paix et en amitié. Les enfants du pays des soviets et les enfants d'Amérique. C'est aussi un signe du renouveau. C'est la diplomatie populaire, sociale, un dialogue ouvert des âmes et des cœurs. Voilà probablement pourquoi nous croyons sincèrement, et non pas formellement comme cela fut auparavant, à la réalité d'un monde sans violence, sans guerre, sans armes nucléaires, ni conventionnelles. Notre récit touche à sa fin. Et quel en est le bilan, la conclusion? Non, les 7 décennies qui ont défilé devant nous sont loin d'être une kyrielle de déboires et de déceptions. Nous avons de quoi être fiers, de quoi apprécier. Nous avons derrière nous les réalisations des récentes années, dures et compliquées. Nous avons derrière nous la percée dans le cosmos, les années de relèvement, de renaissance, de resserrement de l'union. Nous avons derrière nous les années 40, pénibles et victorieuses. Nous avons derrière nous les quinquennats d'avant-guerre, la guerre civile, la lutte contre la famine et la dévastation. Nous avons derrière nous la plus grande des révolutions au monde, la cause entamée dans la nuit du mardi à mercredi, du 25 au 26 octobre 1917, selon l'ancien calendrier, et cette cause grandiose et juste se poursuit. Notre orientation est claire et vérifiée. Davantage de socialisme, davantage de démocratie, plus de lumière. Scénario Igor Itskov, Marina Babak. Réalisation Marina Babak. Prise de vue Ivan Filatov. Récitant Mikhail Oulianov. Le film comporte des séquences tirées des archives centrales, de documents cinéphotographiques de l'URSS, des archives centrales de l'armée soviétique, de la bibliothèque scientifique centrale de l'Union théâtrale.